Alors, aujourd'hui, on se penche sur un dossier assez particulier. On a des documents qui décrivent un outil d'analyse pour la roulette, Target Lock VX. Oui, et franchement, en lisant ça, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un énième gadget ou un vrai outil stratégique? C'est exactement la bonne question. On a tous entendu parler des systèmes miracles pour battre le casino. La plupart, bon, ce sont des mythes, bien sûr, mais ce qui est intéressant ici, avec nos sources, c'est que l'outil ne prétend pas avoir une stratégie magique. Non, il prétend être autre chose, un moteur. Le moteur parfait pour exécuter n'importe quelle stratégie, même la plus personnelle ou la plus complexe. Exactement. Du coup, la vraie question de notre analyse, c'est est-ce que la mécanique de cet outil, son ingénierie, est à la hauteur de cette promesse? J'aime bien cet angle. On ne cherche pas la martingale, on évalue l'outil en lui-même. Bon, par où on commence? Si on suit les documents, la première chose qu'on voit, c'est le tableau de bord, une sorte de cockpit. Oui, le cockpit, c'est une bonne image. Les photos montrent une interface assez chargée, faut le dire. Oui, il y a beaucoup d'informations, mais c'est très structuré, tu vois. On retrouve les classiques, l'historique des numéros, le suivi du capital, Les instruments de base. c'est ça. Mais le vrai cœur du réacteur, c'est la grande section sur la droite, la liste des attaques. C'est là que tout se passe. Liste des attaques. Le vocabulaire est déjà tout un programme, hein. Je vois des lignes comme douzaine droit, 6-1-4, mais aussi des trucs plus bizarres comme attaque 8-31. Chaque ligne, c'est une stratégie que l'outil est en train de suivre. D'accord. Et il y a des colonnes avec des chiffres, des flèches, des couleurs. C'est un peu intimidant au premier abord. Décomposons un peu. La colonne la plus importante à comprendre, c'est celle qui s'appelle écart. Écart. C'est un concept central. L'écart, c'est tout simplement le nombre de tours depuis la dernière fois qu'un numéro de cette stratégie est sorti. Ah d'accord, donc si pour la douzaine 3, l'écart est de 12, ça veut dire que... Ça veut dire qu'aucun numéro entre 25 et 36 n'est apparu depuis 12 lancés. C'est aussi simple que ça. D'accord, c'est un indicateur pour ceux qui chassent les numéros en retard, les fameux retardataires. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que l'outil, lui, ne prend aucun parti. Il ne dit pas jouer ceci ou éviter cela. Il est neutre, il se contente de quantifier l'un des plus vieux débats psychologiques chez les joueurs. Est-ce qu'il faut suivre une tendance chaude ou parier sur le retour de bâton? C'est le fameux sophisme du joueur, cette idée que si le rouge est sorti 10 fois, le noir a plus de chances de sortir après. Voilà. L'outil ne tranche pas, il expose les données. Il devient un miroir des propres biais de l'utilisateur. C'est une perspective intéressante, l'outil agnostique. Bon, à côté de l'écart, il y a une autre colonne, Trends, avec des flèches vertes ou rouges. Ça me paraît un peu simplé. Les sources disent sur quoi ça se base, cette tendance. C'est une excellente question. Et d'après la légende des informations qu'on voit sur une des images, cette flèche n'est pas directement liée au nombre de sorties. Ah, non. Non, elle est liée au classement de la stratégie par rapport aux autres. Une flèche verte, hop, ça veut dire que sa performance relative s'améliore. Elle grimpe dans les hiérarchies. Et une flèche rouge, down, elle perd du terrain. C'est ça. C'est moins un indicateur de chance qu'un indicateur de dynamique compétitive entre les stratégies que l'utilisateur suit. Donc si ma stratégie numéro pair monte, ce n'est pas forcément parce qu'elle gagnait plus, mais peut-être parce que la stratégie numéro impair fait encore pire à ce moment-là. C'est subtil. Précisément. Et cette subtilité est renforcée par les filtres de couleur. Ce n'est pas que de l'esthétique. Le rouge, c'est le top alerte. Il surligne les stratégies avec l'écart le plus élevé. Les retardataires ultimes, en gros. Ceux qui crient «on ne m'a pas vu depuis longtemps». Voilà. Et à l'opposé, t'as le bleu, top hot. Là, j'imagine que c'est pour les stratégies qui sont en feu, celles qui sortent tout le temps. C'est ça, pour ceux qui préfèrent surfer la vague. Et enfin le jaune, dernier hit, qui indique simplement la stratégie qui vient de gagner. Donc si on résume, on a les données brutes avec l'écart, la dynamique avec les flèches et les alertes visuelles avec les couleurs. C'est un système à 3 niveaux. Tout à fait. Mais en pratique, est-ce que bombarder l'utilisateur avec toutes ces infos, ce n'est pas un peu le meilleur moyen de provoquer une surcharge et de pousser à des décisions impulsives? Le risque existe, c'est sûr. Mais il faut voir ça comme un tableau de bord d'avion. Pour un passager, c'est un chaos de lumière. Pour un pilote, chaque indicateur a sa place et permet de prendre une décision éclairée rapidement. D'accord. L'idée, c'est de passer moins de temps à compter et plus de temps à analyser la situation. La métaphore du cockpit me parle. Bon, on voit comment l'outil analyse des stratégies classiques comme douzaine 3. Mais je reviens sur ce nom étrange, attaque 831. Ça ne correspond à rien de standard. Ça sort d'où? On peut inventer ces stratégies?
Et voilà la transition parfaite. Si le tableau de bord est le cockpit, il faut bien un endroit pour construire les avions. Le hangar. C'est le rôle du gestionnaire de cible. C'est là que l'utilisateur définit quoi analyser. Et comment ça marche? Ça a l'air assez simple d'après les guides. On donne un nom, on entre les numéros qu'on veut suivre, et hop. C'est exactement ça. On peut créer une stratégie basée sur les dates de naissance de ses enfants si on veut. N'importe quoi, en fait. C'est ça, la puissance du truc. Il n'impose aucune logique. Liberté totale. On peut tester n'importe quelle théorie, même la plus farfelue. Une forme sur le tapis, les numéros de sa série préférée. L'outil va suivre cette cible et lui appliquer la même analyse rigoureuse que pour les miss classiques. L'image montre aussi une gestion par groupe. Au début, je pensais que c'était juste pour ranger ces stratégies comme des dossiers. Mais le guide suggère que c'est plus puissant que ça. Beaucoup plus puissant. C'est un outil de flexibilité stratégique. Imagine qu'on prépare plusieurs plans de jeu. Un groupe prudent, un groupe agressif. Et un groupe expérimental, avec des théories un peu folles. Voilà. Et le guide explique qu'à côté de chaque groupe, il y a une simple case à cocher. Ah, je vois où tu veux en venir. On peut activer ou désactiver des dizaines de stratégies d'un seul clic. Précisément. On commence la session avec le groupe prudent, le jeu évolue, on sent une opportunité, pas besoin de tout effacer, on décoche prudent, on coche agressif, et instantanément, tout le tableau de bord se reconfigure. C'est cela qui permet de passer d'une approche statique à une gestion dynamique. Oui, ça transforme l'outil d'un simple observateur en un véritable assistant tactique. D'accord, le concept est vraiment puissant. Donc on a un tableau de bord pour l'analyse, un gestionnaire pour la personnalisation, et ça nous amène au troisième pilier, le mode réel. L'automatisation. C'est là que ça devient presque de la science-fiction. Les sources sont formelles, le logiciel peut prendre le contrôle de la souris et miser à notre place. C'est la promesse ultime de l'outil, oui. Mais évidemment, ça repose sur une étape de configuration absolument critique. Le calibrage. L'étalonneur, comme il l'appelle. Il faut que ce soit d'une précision chirurgicale. Le logiciel doit apprendre exactement où est chaque case, chaque jeton. Et c'est là qu'on tombe sur une astuce technique que je trouve assez brillante. On pourrait s'attendre à devoir cliquer sur les 37 numéros un par un. Ce serait long, fastidieux. Une source d'erreur, surtout. Mais non. Les documents décrivent un calibrage intelligent des numéros. Explique-nous ça, parce que ça a l'air d'être un gain de temps énorme. C'est très malin. L'utilisateur n'a besoin de calibrer manuellement que 5 points de référence sur la grille du casino. Les numéros 0, 1, 2, 3 et le 35. Juste 5. Oui. Une fois que le logiciel a les coordonnées de ces 5 points, on clique sur « Extrapoler tout ». Et là, un algorithme calcule mathématiquement la position de tous les autres numéros. C'est assez génial. C'est comme si pour cartographier une ville, au lieu de visiter chaque rue, on donnait au GPS la position de la mairie, de la gare et de 3 autres points, et il en déduisait tout le reste. C'est exactement ça. Ça suppose que la grille de la ville, ou de la roulette, soit régulière. Bien sûr. Et le guide insiste beaucoup sur la précision. Le calibrage ne s'arrête pas aux numéros. Il faut aussi montrer au logiciel où sont les jetons, les cases rouges, noires, etc. C'est un paramétrage complet. Et il y a une consigne qui est martelée dans le guide. Une fois le calibrage fini, il ne faut plus jamais déplacer la fenêtre du casino, même d'1 pixel, sinon tout est faux. Voilà, l'automatisation clique dans le vide. Le guide recommande même d'utiliser la touche F11 pour passer en plein écran avant de commencer, pour tout verrouiller. Toute la robustesse du mode réel repose sur la qualité de cette fondation, en fait. Si le calibrage est bancal, tout l'édifice s'écroule. Ok, faisons le point. On a exploré les 3 grands aspects de cet outil. D'abord le tableau de bord, qui est un véritable outil d'aide à la décision visuelle. Avec ses tendances et ses alertes, oui. Ensuite, le gestionnaire de stratégie, qui offre une liberté de création quasi infinie et une flexibilité tactique. Grâce au système de groupe. Et enfin, la fonction d'automatisation qui est rendue accessible par ce système d'écalibrage intelligent. C'est une excellente synthèse. Si on revient à notre question de départ, est-ce que la mécanique est à la hauteur de la promesse? On peut identifier 3 points forts qui répondent oui. Premièrement, l'intelligence d'analyse. Ils ne donnent pas juste des chiffres, ils les mettent en perspective. Tout à fait. Deuxièmement, la flexibilité stratégique. C'est l'outil qui s'adapte à l'utilisateur et pas l'inverse. La personnalisation, oui. Et le troisième point fort, c'est clairement l'ingéniosité de l'automatisation. Ça transforme une corvée en une étape rapide et précise. Ça rend le mode réel crédible, utilisable en pratique. Ce n'est pas juste un gadget. Exactement. Donc, pour conclure, les documents qu'on a analysés sont très clairs sur le comment. Comment l'outil fonctionne, comment le configurer, comment interpréter ses affichages. La mécanique est bien pensée. C'est tout à fait ça. Et c'est ce qui nous amène à une pensée finale, une question qui reste en suspens.
L'outil est présenté comme un véhicule exceptionnel, un moteur d'exécution de stratégie, sophistiqué, flexible, rapide, Il peut appliquer n'importe quel plan de route qu'on lui donne. avec une précision redoutable. Mais les sources ne disent rien sur l'origine de ces plans de route. Ah, et ça soulève une question essentielle. Si Target Lock VX est la voiture de course, où est la carte routière? Comment un utilisateur développe-t-il les attaques, les stratégies pertinentes que l'outil est si bien conçu pour exécuter? La maîtrise de l'outil, c'est la première étape. C'est ça. C'est une première étape. Fascinante en soi, mais la maîtrise de la stratégie elle-même, ça reste un domaine entièrement exploré. Un domaine que nos sources n'abordent pas du tout.